Pas me dire que ça va leur faire du bien, je veux dire. On peut se dire que l'abeille est quelque chose de très résistant, parce que quand on la voit confrontée, notamment au niveau de l'eau, qu'elle va chercher dans les ruisseaux, dans les mares, dans les flaques d'eau, dans les ornières, après le passage des atomiseurs avec différents pesticides, insecticides, fongicides, quelquefois des mélanges, eh bien, il faut se dire que l'abeille est quand même blindée pour résister à ça. En parlant d'abeilles blindées, et au vu du cocktail de substances dangereuses qu'elles contiennent, cadmium, mercure, imidaclopride, thiaméthoxane, cela ne demande pas un grand effort d'imagination de craindre que l'abeille puisse être utilisée comme arme de guerre bien blindée. L'idée pourrait sembler excessive ou saugrenue si ce n'était pour le fait que l'Université du Montana aux USA est en train de dresser des abeilles pour la détection des mines de guerre. Les abeilles sont dotées de nanosphères, à savoir de billes minuscules de silicium avec des réseaux de pores qui piègent les particules. Les résultats sont considérés comme prometteurs. En 2003, les chercheurs du Montana avouaient avoir résisté à la tentation de bricoler des abeilles transgéniques qui soient de meilleures démineuses. Espérons que tous les scientifiques partagent les mêmes états d'âme. Car si les nanotechnologies peuvent faire d'une abeille une démineuse, elles peuvent aussi en faire une arme volante ou une usine de détoxification des eaux usées. À bon entendeur, salut. Il y a quelques mois en arrière, je voyais en Inde, les femmes étaient en train de laver les carottes, qu'elles venaient juste de sortir de terre. Et elles la lavaient où? Dans les eaux d'égout du village, elles les lavaient, les carottes. Un égout qui coulait à ciel ouvert. Vous voyez, ça, c'est l'agriculture dans le tiers-monde. Bon, vous me direz, c'est pas pire que ce qu'on fait ici, hein. Parce que si vous commencez à analyser les endosulfans, le paraquat, etc., qu'il y a dans la nourriture, bon, vous allez voir des eaux d'égout ou bien du paraquat, peut-être que l'eau d'égout est plus saine. L'eau qui est dans les ruches n'est quasiment jamais contrôlée. On sait que du printemps à l'été, les colonies utilisent presque 2 litres d'eau par jour. Quand vous mettez de l'eau en mouvement à côté des ruches, vous voyez un train continuel d'abeilles qui vont pomper cette eau. Elles en ont besoin pour l'élevage, d'énormes quantités. Elles en ont besoin ensuite tout l'été. Et quand on sait à quel point les eaux sont polluées des nappes phréatiques et même des courants d'eau, etc., là aussi, il y a des études à faire et vraiment très, très intéressantes à faire. Il est vrai que les eaux françaises sont dans un état dégoûtant. Selon les résultats de l'IFEN, ce sont 96% seulement de nos cours d'eau et 61% seulement de nos nappes phréatiques qui sont polluées par un cocktail de 230 pesticides et autres produits. La molécule la plus présente étant l'atrazine de Syngenta, génératrice de cancer du sein et des ovaires, de maladies vasculaires, de dégénérescence musculaire, de lésions des poumons et des reins, etc. Le problème, c'est que nous sommes en présence de produits qui ont été utilisés pendant plusieurs années et qui, certains, comme l'imidaclopride, a migré dans les nappes phréatiques et qui les ont contaminés. Donc là, la contamination va durer pendant sûrement quelques dizaines d'années, on ne sait pas du tout. On comprend mieux pourquoi l'alcoolisme sévit à ce point dans ce pays. L'eau potable tue, mais à petit feu. Ce que les amateurs de vin ne savent pas, c'est que selon les dernières estimations officielles de l'Europe, les vins contiennent 5800 fois plus de pesticides que l'eau potable, ce qui n'est pas peu dire. Le grand avantage du vin sur l'eau potable, c'est que lui, il ne contient pas de substances médicamenteuses ou de résidus de pilules contraceptives. Bien évidemment, il n'a jamais été prouvé que de telles substances en France soient présentes dans les eaux, pour l'unique et simple raison qu'on ne les a pas cherchées. En Suisse, en 2005, une thèse de doctorat portant sur la contamination de l'environnement par des substances pharmaceutiques a mis en valeur la présence de 5 médicaments très utilisés dans les eaux usées après retraitement. Il en est de même pour le Canada et les USA. Dans ces deux pays, des études sérieuses ont mis en évidence la présence dans les eaux de très nombreuses substances. Estrone, éthinylastradiol, venant des pilules contraceptives, des anti-inflammatoires, des remèdes contre le cancer, des tranquillisants, etc. Aux USA, chaque année, 1 million de patients cancéreux sont traités par chimiothérapie. Ces patients génèrent approximativement, chaque année, 650 000 tonnes d'excréments qui sont évacués dans les égouts.
des chercheurs se sont aperçus que toutes les substances utilisées en chimiothérapie sortaient intactes des systèmes de retraitement d'eau. Toutes ces substances sont mutagènes, carcinogènes, tératogènes et embryontoxiques. Les images que nous voyons ne sont pas des égouts à ciel ouvert, ce sont tout simplement les effluents d'un camp de concentration pour vaches au cœur de la Californie. Ces abeilles frénétiques tentent de s'abreuver aux interstices de tuyauteries d'eau d'irrigation, alors qu'à quelques mètres, il y a une réserve d'eau à ciel ouvert au cœur des monocultures d'amandiers. Il n'y a pas que l'eau qui devienne un bien rare. Les espaces boisés, les espaces naturels sont en constante diminution. Selon l'IFEN, ce sont 60 000 hectares de terres naturelles agricoles qui disparaissent tous les ans sous l'effet de l'urbanisation. Faire prendre conscience du problème aux élus, qu'ils soient dans les communes, dans les conseils régionaux, généraux, peu importe, mais parce que ça pose un problème aussi lié à l'urbanisation, ce problème de disponibilité des fleurs pour l'abeille, c'est qu'on a des zones périurbaines qui sont sans arrêt en croissance. Et c'est au détriment de la surface agricole utile et au détriment des parties boisées aussi. Et pour nous, c'est des territoires qui sont réduits. En Suisse, la raréfaction des sources naturelles de pollen est aggravée en raison de l'interdiction de transhumer les abeilles à cause du feu bactérien. Parce que la Suisse allemande s'est fait prendre, ça fait quoi, 4-5 ans maintenant, même plus la première année, et puis ils n'avaient pas pris ces précautions-là, et puis c'est vrai qu'ils ont une infestation de feu bactérien qui est assez importante. Alors depuis, ils ont fait des législations assez strictes. Bon, c'est clair que l'abeille étant un pollinisateur, un gros pollinisateur, si on ne veut pas que tous nos vergers soient arrachés, on est tout à fait conscient qu'il y a des arboriculteurs, 100 hectares de pommiers, il y en a 80 d'arrachés. Donc ça fait quand même mal. Peut-être pour compenser, le gouvernement suisse a décidé de promouvoir et de subventionner les plantes engrais verts à l'automne après des cultures conventionnelles. Une idée géniale, mais les abeilles en meurent. Donc c'était un samedi après-midi, ça faisait une semaine que j'avais remarqué ça. Elles revenaient avec des plottes de pollen, belles plottes de pollen violettes, donc sur la Facélie. Il y avait un champ à l'entrée du village à 500 mètres d'ici. Elles revenaient avec ces plottes de pollen bien violettes, mais elles crevaient avant la ruche avec la trompe tirée. En une semaine, j'ai ramassé une ramassoire d'abeilles crevées. Parce que bon, comme il y a le goudron devant, c'est très facile à voir ça. Alors la Facélie, engrais naturel, on va dire, mais pourquoi? Ben parce qu'elle avait été mise derrière une culture qui était traitée avant, et rémanence dans le sol. Et ça, ils ont de la peine à admettre qu'il y a aussi de la rémanence dans le sol. Une betterave ne fait pas de fleurs, mais la rémanence qui reste dans la terre, elle reste 2-3 ans, même plus, et puis on a des problèmes après avec les plantes qui viennent derrière. Concernant les fameuses jachères apicoles, écoutez, ça, je dirais que c'est une immense mascarade, une immense supercherie. On veut nous faire croire qu'en disséminant de ci, de là quelques jolies jachères qui ont plus un effet touristique qu'un réel effet nutritif au niveau des abeilles, on va régler la problématique abeille. Là encore, c'est l'arbre qui doit cacher la forêt. Le seul intérêt de ces jachères, c'est d'avoir pu démontrer que quand les abeilles se trouvent en présence de fleurs non traitées, eh bien elles vont bien. Quand elles sont avec des fleurs saines, elles vont bien. Voilà l'intérêt. Donc la grande conclusion de ces jachères, c'est faites en sorte que les cultures, quand elles sont en fleurs, eh bien qu'elles présentent des fleurs saines vis-à-vis des abeilles et de l'entomofaune. Voilà la grande leçon que l'on peut tirer grâce à ces jachères apicoles. Leur impact, autrement, est réellement anecdotique. Ça relève du gadget et c'est franchement pas sérieux. Ce sont des millions d'hectares d'un côté et 3 fois rien de l'autre côté. Et la plus belle des jachères ne masquera jamais une mauvaise pratique agricole, ne masquera jamais un produit mal évalué et homologué à tort. La plus belle des jachères ne masquera pas un accident dû à un pesticide. BASF, qui se dit le leader mondial de l'industrie chimique, avec un chiffre de 58 milliards d'euros, et dont la réputation est quelque peu en friche depuis l'affaire de l'intoxication des abeilles par le régent, s'est fait le grand chantre de la friche agricole.